1993. Une année faste pour la musique de film. Et, et aussi pour le docteur et le professeur qui vont se lâcher à faire des jeux de mots, des calembours vraiment tout pourris, il faut bien le dire. Enfin, soyons indulgents. Il y avait beaucoup de boulot sur ce podcast. Voilà. 1993 avec c'est des claques, c'est du ciné et c'est des claques. J'ai vécu des expériences troublantes. J'ose pas en parler parce que j'arrive pas à expliquer les faits. Un pistolet philosophique. Le pire, c'est qu'ils pensent qu'on doit tout ce qu'ils racontent. C'est le genre de raisonnement que je déteste. Bonjour professeur. Bonjour docteur. Professeur, 1993, c'est l'année de votre grande conférence de Dubaï qui est restée dans les mémoires de tout le monde d'ailleurs. Cette conférence, mais enfin, on en reparlera peut-être un autre jour, on fera peut-être une émission spéciale là-dessus. Oh oui, il y a beaucoup à dire. Ouais, et Dubaï à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Non. Je pense que c'est après ma venue qu'ils ont décidé de réhabiliter un peu la ville et de faire quelque chose. Mais... Ouais, je pense que à la base, c'était quand même un petit port de pêche et tout. Oui, enfin, c'était... oui. Ouais, c'était bizarre, mais votre conférence cinématographique... Ouais, je sais qu'au début, on me disait, mais pourquoi tu vas à Dubaï faire une conférence? Il n'y a rien là-bas. Et aujourd'hui, voilà. Mais vous êtes un précurseur. Exactement. Un précurseur, professeur. Professeur, 1993, c'est l'année de la sortie de Super Mario Bros. Que je n'ai pas vu. Ah, mais c'est pas plus mal. C'est l'année de Batman contre le fantôme masqué. C'est un très bon dessin animé. Oui, très très bon, tiré de l'excellente série animée, quoi. C'est l'année de Sauver Willy. Et d'ailleurs, Batman, musique de Shirley Walker. Tout à fait. Donc, moi, là, je parlais de Sauver Willy, quoi, oui, quand même. Oui, Sauver Willy, de Basil Doris. Professeur, vous vous moquez des animaux, des poissons, quoi. Dès le moment où ça parle pas, non. Aucun intérêt pour vous, quoi. Non. Puis bon, l'orque n'est pas un poisson aussi. Non, c'est pas un cétacé. C'est un cétacé. Ouais, mais on s'en fout, ça flotte. et puis, de toute façon, voilà, ça vit dans l'eau, et ça mange des gens. C'est assez, dit le professeur. Ah là là là. Ça, c'est moche. Je fais directement la voix, là, parce que j'ai plus le temps. C'est l'année des Tortues Ninja numéro 3, avec des tortues qui parlent. C'est l'année de L'étrange Noël de Monsieur Jack, avec des marionnettes qui parlent. C'est l'année de quoi? On revient un peu sur... Non, mais j'aurais imaginé que vous m'arrêtiez, parce que L'étrange Noël de Monsieur Jack, à la base... C'est ce que j'allais dire. Normalement, on fait stop, docteur. Attention, je vous écoute, professeur, stop, docteur. Oui, c'est quand même un film... Enfin, sur le coup, Tim Burton n'a pas été très gentil, parce qu'il a récupéré tout le film à lui, alors que c'est pas forcément un film de lui. D'ailleurs, c'est pas un film qu'il a réalisé, hein. C'est Henry Selick, je crois, qui l'a réalisé. Et c'est Danny Elfman qui a composé, puisque bon, c'est un film musical, donc bon, il a une grande importance, hein. Danny Elfman a une grande importance dans le film, puisqu'il a composé et la musique et les chansons, et qu'il interprète aussi justement Jack. Il chante dedans, c'est incroyable. Voilà. Et donc finalement, beaucoup de critiques, beaucoup de fans et tout ont cru que c'était un film de Tim Burton, parce que le titre c'était Tim Burton's... et puis c'était quoi le titre anglais? C'était... La citrouille qui parle. Voilà. Bref. The Nightmare Before voilà, Christmas. Tim Burton's Nightmare Before Christmas. Alors qu'en fait, non. Et ça a valu la brouille entre Danny Elfman et Tim Burton, hein, ce qui fait que... Il y a de quoi, honnêtement ce qui fait que le dernier bon film de Tim Burton. Donc le film suivant de Tim Burton, on n'avait plus Danny Elfman, pour le coup. C'était lequel? Ed Wood. On a eu... mince. Bon, c'est l'avant-dernier film de Tim Burton. Voilà. On a eu... Après Ed Wood, c'est fini pour moi. Pour moi, c'est repose en paix, Tim Burton. Quoi. On a eu Howard Shore sur Ed Wood qui nous a fait un peu du Danny Elfman. Oui, il est obligé. Avec les percussions. Mais c'est dommage, parce que je pense que Ed Wood, c'était un film parfait pour Danny Elfman. Parfait. Oui, carrément, oui.
Bon, après, tant pis. Hein. Par contre, Ils se brouillent. Il y a eu ça avec Hitchcock et puis Bernard Herrmann. oui, mais bon, Danny Elfman se brouille souvent avec tout le monde. Il s'est brouillé avec Sam Raimi avant de revenir avec lui et tout. Enfin, c'est un brouilleur, quoi. Mais Un brouilleur, d'accord. oui. Un œuf. C'est un œuf brouillé. Voilà, c'est un œuf brouillé. Ah, ce soir, c'est l'humour ce soir. Ce soir, c'est... Non, ce qui est intéressant par contre, c'est... tu dis que, ouais, Ed Wood était peut-être le dernier bon film Tim Burton. Mais par contre, à l'inverse, Danny Elfman, qui a continué à composer pour Tim Burton, lui a continué à bien marcher, je trouve, à nous composer de bonnes choses avec les films de Tim Burton. Oui, il a fait des choses mémorables. Même les Spider-Man, c'était voilà. Non, mais même pour Tim Burton, même sur Alice, que je n'aime pas du tout, mais quand on écoute le thème de Alice et tout, c'est magnifique. Ça, c'est... Oui, moi, j'arrive pas là, je suis désolé. Il y a un moment, je peux pas parce que j'ai un souci avec ça. Je suis désolé. Tim Burton, quand j'ai vu La Planète des Singes, je suis que c'était un réalisateur fini. Oui, non, mais c'est pas. Voilà. Non, mais si on oublie les films en eux-mêmes, même La Planète. Oui, mais je peux pas. Alice, tu vois, je vais pas écouter la BO alors que. Tu devrais. La Planète des Singes, c'est excellent de la part de Danny Elfman. Voilà, oui, il était en plein dans sa période où il essayait avec les percussions de faire quelque chose, et c'est fabuleux, quoi. C'est vraiment une excellente musique de film. Et en fait, la musique est mieux que le film, quoi. Oui. Donc il s'est un peu retrouvé dans la position de Jerry Goldsmith à faire des bonnes musiques pour des films pourris, quoi. C'est un peu dommage. 1993, professeur, c'est l'année de la liste de Schindler. Oui. De John Williams, enfin la musique de John Williams. Moi je donne mon avis tout de suite, quand j'ai vu le film, donc j'étais horrifié en voyant le film. C'est une sorte de descente en enfer. Je trouvais que la musique était en trop, j'aurais préféré un film sans musique, en vrai. C'est vrai. Moche, hein. Non. Je pense que sans musique, ça aurait gagné. Parce que le violon, ça me dose, quoi. Je me suis dit, c'est vrai qu'elle est... pleurer, Elle est très lacrymale, quoi. Il en a fait un peu trop sur le violon, justement. Ouais. Oui. Mais le film, purée, la fessée que c'était. Ouais. Et au cinéma, c'était insupportable. C'est pas le seul film que Spielberg et Williams ont fait cette année. Oui, je sais. Ils ont fait un truc avec des lézards, je crois. On en Ouais, parlera après. Voilà. C'est l'année des Visiteurs, un très très grand film français. La preuve, c'est que ça passe même le soir d'élection présidentielle à la télé, pour te dire. Avec une musique pompée sur Michael Kamen. Franchement, je m'en souviens plus. Je l'ai vu. Ouais, mais c'est pompé sur. Il m'avait dit, faut que tu ailles voir ce film, ça va te plaire, tu vois, c'est génial. L'ouverture est pompée sur le Robin des Bois de Michael Kamen. D'accord. Ouais, de toute façon, franchement, c'est de la daube finie. Et j'ai jamais compris que ce film ait eu du succès. Je suis allé le voir, je suis arrivé le lendemain au taf, j'aurais dit, mais c'est une bouse son nom. Et là, ils m'ont dit, ouais, t'aimes rien. Finalement, voilà, j'aimais rien. Parce que j'aimais pas les Visiteurs. J'ai rigolé les 10 premières minutes, on va dire, jusqu'au facteur avec sa voiture et tout. J'étais mort de rire, franchement, c'était assez rigolo. Et après, il y a ZZ. Donc, moi, dès qu'il y a ZZ qui arrive, je me suis dit, ok, on n'est plus dans le même film. De toute façon, il n'y a plus de film. Et après, voir des types boire dans les toilettes, voilà, vomir dans les voitures. La salle était pétée de rire. Moi, j'étais mortifié. Vraiment mortifié. Et c'est vraiment ce qu'il y a de pire dans le cinéma français, quoi. Et pourtant, il y en a du pire. Mais alors là, on a battu le truc. Et Clavier, ça reste pour moi un des pires comédiens du monde. Et je vais pas passer la soirée sur Clavier, mais franchement, il manque des touches. Donc, on avait Soleil Levant cette année-là. C'est un Michael Crichton, je crois. Oui, c'est tiré de ses bouquins. C'est tiré de son livre et c'est réalisé par Philippe Kaufman. Philippe Kaufman, oui, pardon, voilà, tout à fait. Là, je fais des gros films. Il y avait un film avec une super musique, Cliffhanger. Exactement. Avec Sylvester Stallone dans un de ses super rôles de mec musclé qui escalade les montagnes, qui a jamais froid, qui peut sauter de 30 mètres de haut. Il repart en boitant 2 secondes et puis après il fait un marathon. Franchement, j'ai kiffé ce film aussi. Moi j'étais le voir 2 fois, j'ai adoré. La musique de Trevor Jones, elle est excellente. Formidable. Mais vraiment, il y a l'impression d'être dans les hauteurs.
Mais Je sais pas, on entend le vent, quoi. c'est, C'est vraiment pour génial. moi, c'est ce que j'appelle une de ces déclinaisons des Die Hard, quoi. On était Oui, vraiment, oui, c'est ça. on était dans la période, donc voilà, C'est l'homme seul face, voilà, Die Hard dans face au méchant, quoi. Die Hard dans la montagne, quoi. Voilà, le mec qui arrive là au mauvais moment. Voilà. Et du coup, d'ailleurs, on retrouve le même genre de film, enfin de sujet, on va dire, dans l'adaptation de la série Le Fugitif. Ouais. Où c'est pareil, c'est l'homme seul face au système et tout, système, face à des gens plus ou moins bien intentionnés. Fugitif, super belle musique d'ailleurs. Oui, de James Newton Howard. Franchement, moi cette musique, je l'ai. Avec, aussi, voilà, quoi. Ce film, je suis allé le voir 2 fois au cinéma. Pareil. Je me suis jamais ennuyé en le revoyant. Et chaque fois qu'il passe à la télé, je me dis tiens, je vais le regarder 5 minutes. Puis en fait, je le regarde entièrement. Ouais, Parce que c'est un roller coaster, quoi. il est bien mené. En plus, on a la track où on a un Tommy Lee Jones impérial qui finalement comprend ce qui se passe. Et il a eu un Oscar. Hein, oui, il a eu l'Oscar. Oui. C'est pas rien, quoi. Et il l'a mérité parce qu'il est vraiment charismatique. La musique, elle emmène tout. Enfin, je trouve que c'est vraiment... Elle arrive toujours quand il faut. Ouais. Enfin, il y a une sorte de magie dans ce film-là qu'il n'y a pas eu dans les autres films du réalisateur. Hein, parce qu'il a fait quand même des trucs avec Steven Seagal. Ouais, mais j'avais bien aimé son piège... Piège en haute mer. Oui, Piège en haute mer, j'avais bien aimé. Oui, mais c'est rigolo, mais Voilà. c'est une blague. Enfin, c'est une sorte de nanar assumé, quoi. Oui. Mais là, j'ai trouvé que dans Fugitif, c'est... enfin, franchement, ça le fait, quoi. C'est vraiment... Ouais, parce qu'après, le film qu'il avait Ford, il est fait, génial. il avait fait un film avec Keanu Reeves et Morgan Freeman qui était pas bon, quoi. Musique de Goldsmith. Oui, oh là, je sais plus le titre. Oh, je sais plus. La musique, elle est bien. Ouais, je l'ai la musique, mais... Oh, la honte. The Pursuit, machin, non? Non, je sais plus. Je sais plus non plus. Non, j'ai honte parce que en plus, j'ai le CD. Mais je l'ai, attends, je vais regarder. Et voilà, le professeur s'en va. Le professeur se lève. Le professeur traverse la pièce. Le professeur rentre dans son armoire secrète. Cette armoire avec 5 cadenas. 5 cadenas, c'est à peine suffisant pour protéger le trésor du professeur. Le professeur possède en vérité 75 525 bandes originales de films. Incroyable. Le professeur est un trésor à lui tout seul. Le professeur est actuellement, je le vois au fond de l'écran, il lutte contre tous les CD qui lui tombent dessus. Et le professeur se débat et il arrive, il revient. J'entends par le casque, j'entends professeur, t'as dû me dire des conneries, je sais pas quoi. Mais N'importe quoi. c'est Chain Reaction. Chain Reaction. Ça s'appelait Poursuite en français. Oui, peut-être, ouais. Voilà, donc Ouais. en fait, j'avais qu'à moitié tort et à moitié raison. Voilà. Et j'adore cette musique avec la petite guitare qui fait... Oui. Voilà, Ouais. j'ai fait la guitare avec la voix. D'ailleurs... En tout cas, ouais, donc, on va revenir au Fugitif, hein, parce que là, Ouais. t'as vu direct, on fait un écart et après on est fini. Et puis après, on se perd. Après, on se trompe de 10 ans. Après, on fait 20 minutes pour rien, on recommence à zéro. Voilà. Des trucs qui peuvent pas nous arriver en vérité. Non. Donc Le Fugitif, super film, avec l'emploi d'ailleurs de l'introvision. C'est le même système de trucage que dans Outland. C'est-à-dire un système avec des fausses perspectives et des transparences. Par exemple, quand Harrison Ford court devant le train qui lui fonce derrière, c'est le même système qui a servi à Outland. D'accord. Pour faire marcher Sean Connery dans une maquette. Ok, je pensais qu'ils avaient mis Harrison Ford devant un train, oui. Donc, tu penses pas que c'était une vraie maquette plutôt en même temps, Harrison Ford il coûtait cher. Donc voilà, moi j'ai adoré ce film. La même année, il y a eu aussi Sylvester Stallone, il tournait Demolition Man. Ah, Demolition Man. Ce film, pareil, c'est le même truc, quoi. En fait, il y a un machin magique cette année-là. Les films étaient débiles, mais ils étaient magnifiques. Tu vois, enfin, je veux dire, le scénario il tenait sur un post-it, mais c'était fait par des bons. Et du coup, voilà, on était dedans, on était bien. Qu'est-ce que tu peux leur raconter sur Demolition Man, à part qu'il y a une photo d'Alex Thompson, celui qui avait fait Legend, entre autres. Que c'est peut-être Elle était qu'en second rôle, mais c'est déjà un peu Sandra Bullock qui commence à se faire connaître, quoi. Moi je l'avais découvert dans La Disparue avec Jeff Bridges et Kiefer Sutherland. Et donc elle joue
On la voit très peu puisque elle joue la disparue. Donc... The Vanishing avec une The musique Vanishing, de Jerry Goldsmith. voilà, Je te voilà. rappelle qu'on parle de musique de film ce soir. Ah bon, oui, Enfin, oui. Et donc, moi, j'ai adoré découvrir cette actrice parce que moi, elle m'éclate. Donc, voilà. donc Et moi, j'ai c'est- adoré le film parce que j'ai mais- beaucoup ri. Et sinon, oui, le film est très rigolo. La musique, je m'en souviens pas trop. Je sais qu'elle est de Elliot Goldenthal. À chaque podcast, tu vas faire un truc sur Sandra Bullock. Bah oui. Ouais. Bah non. Non. Bon, on fera un podcast Sandra Bullock alors. Bah si tu veux, mais là non quoi. Enfin, je suis choqué quoi, sérieux. Enfin. Oh, attends, et toi avec Ariel Dombal, c'est pareil. Ouais, mais Ariel Dombal c'est une déesse, Sandra Bullock non quoi. Ouais, donc Demolition Man, super film, super discours, en plus d'une ironie totale. Non. Et, Je m'en vais. Je suis désolé, je peux pas écouter ça. Non, je dois y aller. On m'appelle. le professeur se relève. Il repart. Le professeur est en caleçon. Donc voilà, je finissais avec Demolition Man. Il y a un discours totalement mal élevé, ironique. Sur... En fait, ça nous pendait au nez. Hein, comment on pourrait appeler ça, la bien-pensance. Tout ce qu'on a maintenant, qu'on peut plus rien dire, qu'on peut même plus penser à dire. Parce que c'est pas bien, donc il n'y a plus de gros mots, il n'y a plus rien. Ouais, et puisque on est dans la musique, en fin de compte, quoi. Moi, ce qui m'avait bien fait rire, c'est que ce qu'on retenait musicalement, enfin, ce que les gens de cette époque, donc dans Demolition Man, retenaient musicalement, c'était des spots publicitaires, en fait. Ouais. Non, mais c'était une comédie de science-fiction et d'action, et en même temps, ça annonçait vraiment beaucoup de choses. C'était vraiment très très bien vu. Parce que tu mélanges ça avec Minority Report, on est en plein dedans. Je veux dire, au niveau dystopie et crétinerie, je pense que là, franchement... Ouais, puis bon, on finit sur Soleil et Hiver, et puis c'est bon, quoi. Voilà, c'est la fin, on finit tous en petit bâtonnet. Voilà. C'est l'année de l'impasse aussi. Ah. Carlitos Way, je sais que ce film est cher à ton cœur, c'est un film de Brian De Palma, qui est ton réalisateur préféré, et pas le mien. Ouais, un de mes réalisateurs. C'est Brian De Palmien. Soirée des calembours. Avec une musique incroyable de Patrick Doyle, dont on a parlé. Tu me l'avais envoyé d'ailleurs, je l'ai écouté, ouais. C'est très bon. Et il n'y a rien à dire, je peux même pas me moquer de toi. Là, mais ce qui est fabuleux avec ce film, c'est que en fait, Brian De Palma démarre le film sur la fin. Donc, et là, je spoil pas, parce que dès qu'on lance le film, on est sur la fin. Al Pacino se fait tuer. Oh putain, on parle de musique. Non, mais attends. Mais non, t'es encore en train de... En plus de ça, 1, tu racontes le film, 2, tu le spoil. Mais je spoil donc pas. Les gens, non, mais les gens, ils vont même pas voir. Ils peuvent découvrir le début du film. Mais c'est pour... Déjà, il s'appelle L'Impasse. Est-ce qu'il y a une impasse? Non, mais c'est. Non, il n'y a pas d'impasse. Il n'y a pas d'impasse dedans. Mais c'est pour. Est-ce qu'il y a un ouais de Carlito? Et pourtant, c'est Carlitos Way. Tu vois? C'est pour... en train tout de suite. Non, mais c'est incroyable. T'es en train de spoiler le film. Non, mais c'est parce que tu n'aimes pas Brian De Palma, et c'est pour te dire à quel point c'est excellent. C'est qu'en ayant vu pourtant la fin du film, dès les premières minutes, Brian De Palma arrive à t'amener pendant 2 heures avec le personnage de Carlito joué par Al Pacino, et à la fin de ces 2 heures, au moment où va se passer cette scène qu'on a déjà vue au début, eh ben on a complètement oublié, on veut y croire, on veut croire qu'il va s'en sortir. Et quand on voit qu'il s'en sort pas, on est sur le cul, et après on réalise, mais putain, mais je le savais pourtant. Eh ben on dit, mais ouais, le Carlitos, mais ouais. Tu vois? Non mais je sais, professeur, mais c'est horrible. Ce film, tu peux pas t'empêcher. Je crois que c'est un de tes films préférés en fait. Oui, mais cette scène finale qui se passe dans la station de train de New York, quoi, le Grand Central, et c'est un morceau de Doyle qui est sur le disque, qui est magnifique, qui fait 10 minutes, quoi, mais pendant 10 minutes, et avec la caméra de Palma qui court au train, qui colle au train d'Al Pacino, on est vraiment dedans, quoi. Mais t'as spoilé le film 2 fois, t'as dit qu'il mourrait au début, qu'il mourrait à la fin. Ouais, mais il mourra pas au milieu, donc... Bon, il y a eu un film sur la vie de Bruce Lee, Dragon, je sais plus qui est la musique. Randy Edelman. Putain, elle est bien cette musique. Ouais. Le générique, il est incroyable. Le film est assez moyen. J'ai pas vu le film. C'est une très très chouette musique, quoi. La musique, on l'a entendue ensuite beaucoup dans les bandes annonces.
Ouais, tout à fait. Non, mais on le voit vraiment. Il y a eu Last Action Hero avec Arnold Schwarzenegger, Ouais, et, un film de John McTiernan. génial. Tu l'as vu au cinéma quand il est sorti? Ah ouais, je l'ai vu 2 fois, j'y étais 2 fois, quoi. Moi, je suis allé une fois parce que j'avais compris la première fois, moi. J'avais dit que j'allais me venger. En plus, je l'ai déjà fait dans un podcast d'avant, celle-là. Putain, faut que je me recycle un petit peu. Ouais. Euh, Bah, moi, j'ai besoin Madame de... Doubtfire, tu te souviens de la musique de Madame Doubtfire? Elle était de Howard Shore, et Je m'en souviens pas. c'est le Howard Shore en mode gentil, quoi, donc c'est pas... C'est Ouais, pas... je vois, il avait fait des musiques même pour un film de Paul Newman une fois, je sais plus comment ça s'appelait. Ah oui, Qu'est-ce que c'était gentil, ça dégoulinait. Nobody's Fool. Ouais, ça dégoulinait de... Par contre, en 93, en 93, Howard Shore a fait une autre musique qui est beaucoup plus intéressante à ce niveau-là. Et le film aussi, d'ailleurs. Tu veux parler de Sister Act 2? Non. Soudain, le visage du professeur fut extrêmement mobile. Il le regardait en haut, en bas, l'écran, il loucha et dit non. Non, Sister Act, On va y arriver après. On va y arriver. D'accord. Il y a eu un jour sans fin. Cette année-là, il y a eu un jour sans fin. Un jour sans Parce fin. que là, on parle quand même de films qui sont vachement cultes. C'est que des films qui, quand ils passent à la télé, tout le monde les regarde. Ouais, mais Un jour sans fin, Parce que personne ne c'est- connaissait. Moi, quand j'étais le voir au cinéma et j'en parlais, les gens me disaient, mais c'est quoi ce film et tout. Et je leur disais, non, attendez, je peux pas te raconter, il faut que tu ailles le voir, quoi. C'est... Alors, du coup, il meurt au début, il meurt à la fin, et puis il meurt tout le long. Voilà, exactement. C'est ça. Ouais. Ah, toi, t'as encore spoilé le film. Donc voilà. Ah, quelle mauvaise foi. Hot Shots 2. Hot Shots 2. Je préfère le Ça te premier. dit rien, ça? Si, je préfère le premier. C'est Basil Polidoris aussi, à la Oui, musique. sur le 2, ouais, c'est Basil Polidoris. Sur le 1, C'est c'était... quand même une grosse musique de film d'action qu'il a fait. Parce que le film, Ouais. c'est une blague, mais sa musique, c'est pas une blague. Hein. Il a vraiment assuré. Le truc qui m'a fait rire, c'est quand il y avait- quand t'avais Charlie Sheen qui croisait son père, Martin Sheen, donc exactement la scène de Apocalypse Now, quoi. Le père est sur sa péniche, machin, et puis t'as les deux qui se croisent, quoi. Et t'as l'un qui dit, ouais, je t'ai adoré dans Apocalypse Now, et l'autre qui le fait, je t'ai adoré dans Wall Street. Non, t'en souviens pas? Si, je m'en souviens, mais je me suis bien marré au cinéma. Mais j'attendais que t'aies fini, parce que t'étais en train de spoiler une blague. Je vais changer de pseudo. Ah, mais je t'avais dit ce soir. je Non, vais mais je m'appeler reprends le- les commandes ce soir, là. je vais m'appeler le spoiler. Ah ouais, spoiler humain. Panique sur Florida Beach, qui s'appelle Matinees en anglais. Ouais. Musique de John Goldsmith, un film de Joe Dante. Non, Matini, il n'y a pas de S. Ouais, bah Matini, d'accord, si tu veux. Ok, Matini. Ah bah, d'accord. tu me cherches, tu me trouves. Hein. La guerre est déclarée. Donc, Matini, super film. Excellent Je film. voulais Ouais. dire ça. Parce qu'un super film. Je trouve que c'est un film rafraîchissant. Pareil, qui a un super discours aussi derrière sur la paranoïa, sur tout ça. Et c'est pas Joe Et- Dante qui l'a écrit, mais c'est presque autobiographique, je trouve. Quoi. C'est son amour du cinéma, son regard sur les choses et tout. Bah, j'ai trouvé que c'était... Ouais, c'est un film, en fait, qui réussit à être rigolo et intimiste. Et tu sens qu'il y a vraiment des choses à lui dedans. Et, Je l'ai vu au cinéma, je l'ai vu moi, 2 fois au cinéma. moi aussi, je l'ai d'ailleurs. vu au cinéma. Et je trouve que pour le coup, c'est peut-être l'une des meilleures collaborations entre Dante et Goldsmith. Quoi. Non, moi, alors là-dessus, tu vois, je suis pas comme toi du tout. Je peux pas juger parce que je trouve qu'à chaque fois, c'était bien ce qu'ils ont fait. Ah oui, non, mais je suis d'accord J'ai avec pas toi. de préférence. C'est vrai que ça a toujours été c'est difficile. exceptionnel à chaque fois. Je suis d'accord avec toi, c'est difficile d'avoir une préférence, mais de toutes leurs collaborations, c'est celle peut-être que j'écoute le plus souvent. Quoi. Ouais, mais c'est pas forcément Enfin, toi, Gremlins, par exemple, c'était beaucoup plus gonflé. Ah oui, Musicalement, Goldsmith, il a pris un risque énorme à faire une mélodie complètement dingue. bien entendu. Et voilà, après, moi j'aime tout, hein, Small Soldiers, tout ça. Enfin, Ah bon, moi c'est pareil. voilà. L'aventure intérieure, la musique Il y a- est prodigieuse. Il y a que le truc avec Bugs Bunny que j'accroche pas. Quoi. Ouais, parce que Looney j'ai Tunes. l'impression que ça fait un peu de briquet de broc quand même. Ouais, et ce qui est dommage, c'est que c'était en plus la dernière BO composée par Goldsmith avant qu'il décède. Quoi, donc,
Non, la dernière, c'était celle qui n'a pas été utilisée dans Elle a été faite avant, je crois. Ouais, c'était. Timeline. Ouais, Ah Timeline. Je crois qu'elle a été faite avant. D'accord. Ou peut-être. Mais en Non, même temps, peut-être je crois que après. le Mais film, la dernière éditée de son vivant, c'était celle de Dante. Après, oui, Timeline est Ouais. ressorti. Mais Looney Tunes, le film, je crois qu'il y a eu beaucoup de problèmes de production, ce qui Mm. expliquerait peut-être que la musique, il y a eu des soucis aussi. C'est l'année de beaucoup de bruit pour rien. Ah, bah on revient sur Patrick Doyle. Patrick Doyle, mais franchement, la patate de la musique de ce film, quoi. Ah. Et rien que. L'intro, le générique. Avant le générique, comme tu dis, l'intro, le texte de Shakespeare lu par Emma Thompson, c'est un bonheur, quoi. Mais j'adore ce film. J'adore ce film. Ah, mais moi aussi. C'est Il est lumineux. C'est un film solaire. avant. Quand on y repense, Shakespeare, ça date quand même de quelques siècles, quoi. Et avant le. Ouais, au moins 20 ans, 30 ans. Hein? Au moins 20 ou 30 ans. Et L'humour historique. quand on repense à tout ce qu'on nous bassine là avec le mouvement #MeToo et tout, mais il y avait des films sur les femmes déjà bien avant, et puis il y avait des textes sur les femmes, et beaucoup de bruit pour rien, c'est un film sur les femmes, quoi, sur les Parce que tous les hommes sont des crétins. voilà, ouais, non mais fabuleux. c'est ça, quoi. Non, mais Shakespeare, ça a toujours été très moderne. Mm. La preuve, c'est que ça marche encore maintenant. Exactement, donc oui. c'est intemporel. Mm. Parce qu'il parle de choses intemporelles. Et moi, je me rappelle du documentaire que j'ai vu sur lui qui s'appelait Shakespeare in Love. On montrait très bien, quoi. Voilà, dans Shakespeare in Love, que c'était un mec bien, quoi. Donc, c'est aussi l'année de La soif de l'or avec Christian Clavier qui imite Louis de Funès. C'est l'année des valeurs de la famille Adams, qui est le deuxième famille Adams. Ah, il est excellent, celui-là. C'est l'année de Denis la Malice avec une musique de Jerry Goldsmith. Mm. Un film produit par John Hughes, mais bon. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on a parlé de Beethoven 2 ? On n'a pas parlé du premier, donc on va peut-être pas parler du second. Bon, bah tant pis. Quel manque. C'est l'année de Nicky Larson. Alors, Nicky Larson, c'est un film de Hong Kong avec Jackie Chan. Je l'ai pas vu. Et pour ceux qui connaissent Nicky Larson, bah, c'est bien Nicky Larson. On a droit aussi cette année-là à True Romance avec une musique de Hans Zimmer. C'était pas de Ennio Morricone? Ah non, c'est Hans Zimmer. Je crois que j'ai bugué là, tu vois. Non, parce que c'est le morceau qu'on connaît enfin, le morceau principal de True Romance, c'est une variation un peu d'un morceau de Ennio Morricone qu'il avait fait pour Terrence Malick, Les Moissons du Ciel, je crois. Je sais pas. Je m'en souviens plus, je t'avoue. Je l'avais vu au cinéma, j'avais bien aimé, la musique m'avait marqué. Oui, la musique est marquante, mais voilà, mais cette petite ritournelle, finalement, ben, je t'enverrai le lien si je le trouve. Quand tu écoutes Morricone, tu te dis putain, mais sans gêne. Hein. Déjà qu'il nous avait fait ça avec, ou alors il allait le faire plus tard, c'était Broken Arrow, je sais pas quand est-ce que c'était. Plus tard, non? Ouais, Broken Arrow, c'est après, ouais. Il est dans C'est sa vers il 95-96. est dans sa période Morricone, quoi, donc. Ouais, enfin, il y a pire, hein, il aurait pu copier d'autres personnes. Alors, on va continuer. On va plus vite, là, hein, toi. Parce qu'en fait, il y a plein de bons films, donc on va pas... Avant, je croyais que tu les avais tous cités. On peut pas. De quoi? Je croyais que tu avais cité tous les bons films. Donc... Non, pas du tout. Par exemple, The Vanishing, on en a parlé tout à l'heure, musique de Jerry Goldsmith, c'est aussi un film du 93. C'est un remake de L'homme qui voulait savoir, Ouais. qui est un film hollandais, je crois, et par le même réalisateur. C'est assez curieux, d'ailleurs. Et je crois qu'il allait aussi loin dans le malaise. On a les Vestiges du jour cette année-là, mais je l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu? La Nuit blanche à Seattle. Non, je l'ai pas vu parce que je veux pas voir tous les films. Bah, c'est un Parce que film j'ai magnifique. beaucoup de nanars à regarder, et de nanars, Ah des oui, fois, mais c'est important à regarder. ouais, mais bon, des fois tu passes à côté des trucs vraiment importants, quoi. Les Vestiges du jour, c'est magnifique. Belle musique de Richard Robbins. Attends, mais quel puits de science, professeur. Oh, alors là, donc la musique de Benny and June, c'est qui qui a fait Benny and June? Rachel Portman, non? Non mais attends, stop. Alors la musique de...
Professeur, vous m'étonnassez là ce soir. Hein. Je suis fatigué pourtant, je suis fatigué. Le temps de l'innocence, tu l'as vu? Oui, très beau film. C'était bien ça. Musique d'Elmer Bernstein, ouais. Franchement, super film. Voilà, bon là je suis à fond en train de regarder. Tu vois, en France, il y avait Fanfan, un film que j'ai pas vu, que j'ai pas envie de voir. Il y avait Bleu de Kieslowski, de sa trilogie Bleu, Blanc, Rouge, tu te souviens? Ouais, très bon film, j'aime beaucoup. Musique de Preissner qui est excellente oui, aussi. Rouge hein, surtout. Ouais, Rouge c'est pas mal. C'est Rouge que j'ai aimé. Ah, moi j'avais découvert avec la double vie de Véronique qu'il avait fait avant, donc. Oui, pas mal. Hein. Ouais. Très bon film, franchement. Et donc avec son compositeur attitré, Preissner, je me souviens plus du prénom. Je sais plus. Je saurais pas le dire en plus. Tout était bien dedans, quoi. D'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a aussi? Oui. On l'a peut-être dit avant. Non, on le dira après, puisqu'on va reparler d'un certain film après. Donc, parce qu'il y a Bleu est connecté avec un autre film, en fait. Ah bon? Oui. Ah bon? Ben, je fais un peu de suspense. Est connecté avec un autre film. Oui, de 93, un gros film américain. Ouais, mais elle joue pas dedans. Voilà, ben justement, oui, mais elle devait jouer dedans, voilà. Mais elle joue pas dedans. Oui, mais... Donc t'as cru m'avoir, tu t'es dit ouais, le docteur, je vais l'avoir, je vais le prendre pour un rigolo. Puis le docteur, en fait, il a lu ses magazines de cinéma à l'époque, il les a pas oubliés, il les a appris par cœur. D'accord. Il y avait 1, 2, 3 Soleil aussi qui était sorti au cinéma de Bertrand Blier. Moi je me rappelle, je suis allé le voir parce que j'allais aussi voir des films français. Il y en avait des pas mal à cette époque-là. Il y avait des gens qui essayaient des choses hein, quand même en tout cas. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, je crois qu'on a fait comme un petit tour. On a un film. On a Philadelphia. Ah, voilà. Philadelphia. On parlait avec une musique de Howard Shore. Voilà, je te disais tout à l'heure, tu me parlais de avec Madame un morceau Doubtfire. de Bruce Springsteen, que j'adore. Ouais. Un morceau de Neil Young. Il y a même Peter Gabriel. Peter Gabriel, j'allais te le dire, oui. En fait, le film il y a eu 2 sorties discographiques, ce qui est intéressant, parce que tu as eu un premier CD qui comportait pratiquement que les chansons, et le second CD qui était que la musique. Souvent le cas. Souvent, non, rarement, quoi. Les années 90, il y en avait pas mal. Hein. Il y a eu pas mal de double BO. Oui, mais d'abord, ils sortaient la compile chansons, puis après, tu avais la. Oui, mais score. Si le film marchait bien, quoi. Si le film marchait bien voilà, entendu. Oui. Donc. Alors, est-ce que je te laisse parler du film avec des gros lézards? Ou est-ce que j'ai oublié d'autres films? Est-ce que dans ta liste, il y a d'autres films? Oui, il y a beaucoup d'autres films, oui. Dans La ligne de mire, par exemple. Ah ouais, celui-là, je l'ai pas mis. Pourtant, je l'adore, mais je l'ai pas mis. Non, on parlait de Patrick Doyle. Il avait fait aussi un film qui est assez mauvais, malgré qui est Ed Harris, et qui est tiré d'un roman de Stephen King, Le Bazar de l'épouvante. C'est pas un mauvais film, c'est une série B. Voilà, tu vois, et là, Patrick Doyle est en mode... J'aime bien ce film. Il est ressorti en plus en version intégrale. Oui, en version intégrale, mais je l'ai pas vu. Ouais. Elle est vachement bien, et le bouquin était pas mal. Et la version intégrale est beaucoup plus proche du livre, d'ailleurs, parce que c'était complètement caviardé. Hein, oui, bien sûr. Le film vaut vraiment la peine d'être vu en version intégrale. Le roman était un pavé de King, comme il avait l'habitude d'en faire, et donc faire un film... Ouais, mais c'est tout seul, King, c'est comme c'est confortable. Et là, pour le coup, Doyle nous faisait... il était en mode Goldsmith sur La Malédiction, quoi. C'est fabuleux, quoi, ce qu'il a fait dedans. Ouais, mais c'est peut-être le Tom Track qui était comme ça. Peut-être, mais bon, il a fait quelque chose de génial, moi, je trouve. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un film, le Tom Track, c'était Rencontre troisième type, tu vois, ça se reconnaît. Enfin, c'était terrible, quoi. C'était vraiment terrible. Tu sais exactement, du coup, la musique, tu dis, ouais, ok, de notre presse, c'est la même chose. Enfin, c'est après le Tom Track, c'est flippant, quand même. J'avais noté aussi 2 James Newton Awards, puisque tu avais cité Le Fugitif. Il y avait un autre très très bon film, Chute libre. Oh oui, comment ai-je pu oublier Chute libre. Voilà. Et un film... Peut-être parce qu'il met mal à l'aise, ce film, en fait. Il met mal à l'aise, parce qu'on sait pas trop... On est à la fois d'accord avec le personnage qu'interprète Michael Douglas, et on est un peu mal à l'aise, parce que justement, il va trop loin, quoi. Il franchit le pas que nous, on ne s'autorise pas à franchir, quoi.
Bah évidemment, heureusement qu'on s'autorise pas à le franchir, même si des fois t'as envie de prendre une tronçonneuse et de te faire de la place dans le métro, tu vois. Moi, je me souviens de cette scène dans le fast-food où il demande un petit déjeuner, puis on lui dit non, on ne sert plus le petit déjeuner à partir de 11h, il est 11h01. Bon, donc, c'est. Et puis on lui sert un mais c'est hamburger. normal, tu la mets où la limite? Et quand on lui sert un Quand est-ce que hamburger. tu mets la limite? Et quand on lui sert un hamburger, finalement, il prend un burger et qu'il regarde le hamburger et qu'il regarde la photo qu'on affiche, quoi. Il dit, mais attendez, il y a un souci là. Mais ça, oui, mais c'est des choses qu'on aurait envie de dire quand on les vit, quoi. Parce que oui, il y a une limite à faire, mais à donner, mais... Mais tu vas pas défoncer le vendeur de hamburger, c'est un pauvre gars qui Non, je dis pas ça. Par contre, tu peux brûler le restaurant après. Mais c'est un film étonnant, quoi, de la part déjà du réalisateur, Joel Schumacher. Et c'est un film qui a une consonance un peu années 70, finalement, quoi. Alors qu'on est dans les années 90. Moi, je le mets dans le même sac que genre Fight Club et tout. En fait, c'est des films mal élevés. Tu vois, c'est des films ils transgressent, en fait. C'est des films transgressifs où t'as toujours envie... T'as envie d'être un peu comme le héros, puis de l'autre côté, quand même, tu te dis, ouais, quand même, quoi. Je mettrais un peu d'eau dans mon vin, puis en fait, bon, c'est qu'un film, en vrai, quoi. Et puis... C'était des films cocotte minute, soupape, tu vois, qui sont puis... là pour te faire fantasmer un truc que t'aimerais faire, et puis que... Et puis à côté, il y avait un film, je suis pas sûr qu'il soit sorti en France au cinéma, moi j'ai découvert en vidéo. Donc, musique de James Newton Howard, une musique que j'aime beaucoup, éditée chez Varese. Et c'est Le Saint de Washington. Je l'ai pas vu. Avec Matt Damon et... Matt Dillon, pardon, oh, comment il s'appelle? Oh là 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 là. Je sais pas, je l'ai pas vu. Le Black dans L'Arme Fatale. Oh là 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 là. Je suis trouvé pour ces conneries. Oui, voilà. Avec monsieur, je suis trouvé pour ces conneries. Ok. Je l'ai pas vu du tout comme film. Une musique que j'aime beaucoup. Enfin bon. Et un film, D'accord, un petit film, hein, mais bien intéressant. D'accord. Comment il s'appelle Danny Glover. Ah, Danny Glover. J'allais le dire, il m'a grillé. Bien sûr, ouais. Il y avait Robocop 3 aussi cette année-là. Ah, Robocop 3, tu l'as vu? j'ai dû le voir en vidéo, je crois, mais j'ai... Non, à part que... Je suis pas arrivé au bout. À part que Polidori est revenu sur la musique, parce que le 2, c'était pas lui, mais... Non. C'était... il fallait pas le faire, quoi, celui-là. J'adore le non, fallait pas le faire. Ouais, en effet, fallait pas, je suis d'accord. Je vérifie un truc, là. Je crois que Chasse à l'homme de... John Woo. Le film de John Woo. Ah, Je peut-être. crois qu'il y avait une musique, je crois que c'est Graham Revel. Ouais, c'était lui. Oui, c'était lui. Ouais, c'est lui. Moi, j'adore Graham Revel. Ouais, moi aussi. Parce que le début des années 90, c'est quand même le moment où il arrive, lui, toi, le marché de la musique de film. Et en fait, j'adore quasi tout ce qu'il fait. Que ce soit même pour les Pitch Black, tout ça. C'est pas ce qu'il avait fait de mieux, mais... Non, c'est pas ce qu'il a fait de mieux, mais il fait toujours des bonnes musiques qui prennent pas le dessus sur le film. Il essaye pas de faire le malin, tu vois. Et par contre, elles sont vraiment bien et on peut aussi s'en souvenir. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, ça. Et puis bon, c'est peut-être le seul film, enfin, à mes yeux, où tu vois, je suis fatigué là ce soir. Hein. C'est Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, merci. Où Jean-Claude Van Damme est carrément charismatique, quoi. Non, il y a d'autres films où il est bien. Faut arrêter de se moquer de Jean-Claude Van Damme. Mais je me moque pas, je l'aime beaucoup. Mais là... Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. J'ai même une photo, je suis avec lui. L'allure que John Woo lui a donnée dans le film, c'est excellent, quoi. Et puis bon, on a Lance Henriksen. Il y a une tête à claque dessus. Hein. Oh mon Dieu. On a Lance Henriksen dedans et tout, quoi. Oui, c'est un super casting, franchement. C'est casting all-star, quoi, tu vois. Howard Shore, il avait fait aussi Sliver cette année-là. Est-ce que tu veux qu'on commence maintenant à parler des dinosaures? Ah, si tu veux. Parlons des dinosaures. Moi, j'ai lu le bouquin quand il est sorti. Moi, pareil. J'ai lu le livre, donc avant que le film sorte. Je me suis précis parce que j'adore quand Michael Crichton. J'ai toujours bien aimé ses bouquins. Moi aussi. Voilà, tu vois. C'est pas de la grande littérature, mais c'était cool.
Ouais, puis je me c'était suis dit- la vulgarisation scientifique un peu, donc t'apprenais des Non, choses. Non, mais il sait faire, il y avait du style, et puis déjà, en tant que réalisateur, moi, je trouve qu'il était Ouais, très bon. Looker Tu et vois, que tout. ce soit aussi bien La Grande Attaque du Train d'Or, Looker, Looker, Runaway. oui. Et je trouve que c'est un bon cinéaste, en vrai. Mm. Après, c'est pas un génie, hein, toi. Mais du coup, je me suis dit, je vais lire le bouquin, qui s'appelle Parc Jurassique, dans sa première édition. Ouais, je l'ai aussi dans Voilà, ce je l'ai titre. aussi. Et je me suis dit, waouh, ça va être chaud! Quand Steven Spielberg va nous sortir le film, ça va être énorme. Il y a plein d'actions. Il y a plein de scènes que j'ai envie de voir. Et que tu n'as pas le vu. tiers des scènes. Oui, je sais. Et certaines, on les a vues dans le 2 après, mais bon. Et voir dans le 3. Donc, Ouais. Mais donc tu peux nous parler de ce film avec cette super musique d'Ennio Morricone? oui. Pas tomber dans le panneau. Non. Que dire de... L'autre fois, je disais que Hook, c'était en fait la quintessence, le best-of. Toi, tu me disais le worst-of de la première collaboration, la première partie de carrière de Spielberg et Williams, quoi. Tu te souviens, quand on a parlé, je suis allé me faire un café. Oui, d'ailleurs. Oui. Donc si tu veux en reparler, là, Non, je vais non. m'en faire un autre café. Mais au final, non, je dirais qu'au final, c'est peut-être le film transition. C'est pas Hook, c'est Jurassic Park en fait, parce que on est dans un film à grand spectacle, mais qui a une consonance un peu plus adulte, donc où on va retrouver un peu une atmosphère que Spielberg n'avait plus retrouvé depuis peut-être Les Dents de la Mer. On n'est pas autant dans Les Dents de la Mer. Il y a pratiquement pas de gore. On voit pas de sang, je crois, ou quoi que ce soit. À un moment donné, On bon. voit un type se faire boulotter tranquillement par un dinosaure, quand même. Ouais, mais bon, Au moins. c'est vite fait, quoi. C'est un avocat, ça compte pas. Oui, voilà. En plus, c'est l'avocat, donc. Mais et pour le coup, Williams, lui, il nous fait une de ses dernières grandes BO à l'ancienne, parce qu'après, il en fera pratiquement plus des comme ça, quoi. Elle est très Après, il part dans la musique un peu atonale aussi. J'allais y venir. Pardon, excuse-moi. Voilà, il me laisse jamais finir. Non, mais je suis troublé parce que j'ai plein de choses à dire dessus et tu es en train de le dire, donc... Donc, t'as une BO qui est très thématique et magnifique. Déjà, la première édition discographique qui est sortie, déjà, elle faisait 70 minutes. Donc, c'était déjà génial à l'époque d'avoir un tel album. Et carrément. Ça foisonne de thèmes magnifiques. Et tu l'écoutes une fois, t'as déjà la musique dans la tête et tout. Et en même temps, donc c'est pour ça que c'est un film charnière, c'est une amorce dans la seconde période. T'as une musique un peu atonale aussi, quoi. On va retrouver des consonances directement sorties de chez Oliver Stone, des films d'Oliver Stone dans Jurassic Park à un moment donné aussi. Quand je sais plus à quel moment à quelle scène exactement, quoi. Quand t'as l'autre qui va prendre les fœtus et tout ça, quoi, je crois. T'as gelé? Non, je te regarde, je t'écoute, je t'admire. Je suis devant un tel puits de science, je ne peux être qu'ébahi. Donc on a nos deux compères, Williams et Spielberg, oui, qui vont faire, dans un seul film, ils vont faire deux choses en fait. Donc ils vont faire du spectacle comme on l'attendait, mais en même temps ils vont déjà poser un premier jalon vers la seconde partie de leur carrière, quoi. Mais il n'y a pas que là-dessus, hein. C'est aussi un film qui a déterminé beaucoup d'autres choses. Oui, après, bien sûr, techniquement, mais bon, on n'est pas là pour... Jurassic Park, c'était une sacrée date. On l'a pas vu tout de suite arriver. Non, mais parce bon... que c'était d'abord, le dinosaure. Mais en vrai, il y a eu un... C'est ça qui nous a amené les nouveaux Star Wars. Bien sûr. Et les nouveaux Star Wars ont amené des tournages en numérique. Ça a amené une façon de tourner différente. Et je dois dire que... Ça a vraiment été énorme, quoi. Et je dois dire que moi, c'est un film que j'ai revu et que je revois régulièrement. Et à l'inverse de beaucoup de films plus récents qui sont en numérique et qui nous paraissent déjà datés, Jurassic Park de 93, je suis désolé, mais moi, les effets spéciaux, ils me paraissent pas datés du tout. Et j'y crois toujours. Toujours, je suis d'accord. Et aussi le fait que, à la base, les effets spéciaux devaient être faits par Phil Tippett. Ouais. Et il a vraiment suivi
toute la fabrication des trucages en numérique, il était vraiment derrière. Oui, parce que bon, Sinon, quand on lui a dit ça à que... des informaticiens, t'as du caca en fait. T'as un truc bah oui. qui est bien fait, mais qui sonne faux. Et lui, il était derrière tout ça. Et d'ailleurs, on a vu ce que ça donnait après avec Starship Troopers, tu vois. Oui. On avait vraiment peur des bestioles, alors que c'était vraiment que du pixel. Et là, les dinosaures sont incroyables, ils ont un poids, il y a une bonne sonore incroyable aussi. Et surtout, il n'y a pas que du numérique, il y a énormément de marionnettes. Moi, j'ai une version chez moi du film en open mate. Donc, on voit le haut de l'écran, on voit le bas de l'écran. Tous les plans en numérique sont en 16:9. Tous les plans sans numérique sont en carré. Et en fait, il y a assez peu de plans, même lors de l'attaque du tyrannosaure, il y a assez peu de plans numériques en fait. Ah oui, non, c'était pas un gros film numérique pour l'époque. Hein. Mais c'est le numérique, il est mis à bon escient. Oui, voilà. Et du coup, mais voilà, on n'est pas dans la pornographie de pixels, quoi. Est-ce que on en a déjà parlé dans un podcast précédent, comme je disais, et ce qui marche, ce qui fait qu'aujourd'hui ça marche encore, c'est qu'il y avait une mise en scène de l'effet derrière. T'as Spielberg qui a réfléchi sur son effet et sur la façon de le mettre en scène. Et s'il y a une scène à étudier, c'est l'apparition et l'attaque du tyrannosaure, quoi. Moi, rien que pour ça, j'avais été revoir le film là une seconde fois, rien que pour cette scène, quoi. Ouais, une anecdote qui m'a vraiment marqué. Quand je suis allé le voir à Paris, c'était le film, il était en THX, machin, en gros son. C'était au Forum Horizon à Paris, c'était une des plus grosses salles à l'époque, et le son était incroyable. La salle était formidable. Et donc, il y avait des gamins dans la salle, quoi. Et à l'apparition du tyrannosaure, je me rappelle, il y avait un gamin qui devait avoir 6-7 ans. Il a couru aux toilettes, il a traversé la salle. Il est parti, mais comme une fusée, mon gars. Et le bruit du tyrannosaure... Ah tu m'étonnes, oui, cette scène où tu vois en gros plan sa gueule qui s'ouvre. Le son de la pluie, les éclairs, tout ce qu'il fallait, quoi. Tu vois, et là... Dans la salle, ça mouftait plus, quoi. C'était aussi fort que quand j'avais vu Aliens. Ouais. Voilà, quoi. C'était ça. On était en enfer et au paradis en même temps. Et tu te rappelles, le podcast précédent, je parlais de Silence des agneaux, je parlais de l'apparition de Lecter, comment elle avait été suscitée, elle avait été longuement amenée. On trouvait que la scène était peut-être un peu longue. Et au final, on avait quelque chose qui détonnait complètement. Mais là, ça détonne pas, mais c'est pareil, quoi. Spielberg, il suscite l'attente du tyrannosaure, quoi. On l'a pas tout de suite. Il fait comme avec les Dents de la Mer, quoi. On l'attend et il a surtout qu'il y a une occasion ratée avant. Voilà, il annonce constamment. Et quand on voit qu'il n'y a plus la chèvre, voilà. On sait que là, on va plus rigoler, tu vois. C'est ça qui est intéressant, quoi. Et, tout le film est bien, et même Laura Dern, que je supportais pas du tout à l'époque, enfin, génial dedans. Enfin, le casting est au poil. La musique est vraiment incroyable. Il y a combien de thèmes là-dedans? Il y a 5 ou 6 thèmes. Oui, c'est ça que je dis. Il n'y en a pas un seul de mauvais. Il n'y a aucune musique de remplissage. On est toujours dans... pour moi, c'est une des meilleures musiques de Williams. C'est une de celles qui... en fait, je dis ça, mais énormément de musiques vont rester de Williams. C'est clair. Et donc, tu parlais de Laura Dern, et donc pour rebondir sur ce qu'on disait, pour les auditeurs qui ne les savent peut-être pas, parce qu'on disait qu'il y a... Moi, je disais qu'il y avait une connexion entre Bleu... Tu rebondis sur Laura Dern, toi? Ouais, j'adore rebondir sur elle. Il y avait une connexion entre Bleu et un gros film américain. Ce gros film américain, c'est Jurassic Park, parce que Bleu, c'est joué par Juliette Binoche, et Juliette Binoche avait été engagée, Spielberg lui avait proposé au départ le premier rôle, et elle avait finalement refusé pour jouer dans Bleu, donc. Et c'est Laura Dern qui a eu le rôle. Ouais, enfin bon, il avait proposé à Harrison Ford aussi, parce que dans les storyboards, c'est Harrison Ford qui a dessiné. C'est pas Sam Neill. Donc, oui, je savais pour Binoche, il n'y avait pas de problème, quoi. Mais bon, elle s'est rattrapée dans Godzilla. Oui. Et puis, elle s'est rattrapée aussi dans Ghost in the Shell. C'est un film que j'aime bien, Ghost in the Shell. Je l'ai pas vu. Il est pas mal. Il repasse en ce moment sur mais le Godzilla est très bien, moi j'adore. Le Ghost in the Shell, mate-le, parce qu'il est chouette et la musique est bien. La musique, je la trouve vraiment incroyable. Mais j'ai jamais accroché au dessin animé en lui-même, donc... Il n'y a pas d'animaux qui parlent, il n'y a qu'un chien, il parle pas. Bah voilà, c'est ça, quoi. Moi, ça m'a... Voilà. C'est ton point faible, c'est ta kryptonite. Ouais. Donc Jurassic Park, quand c'est sorti, c'était comme une fessée. C'était une fessée, une vraie fessée, parce que
franchement, moi, j'avais pris une claque en voyant Aliens au niveau puissance. Je parle pas au niveau de qualité de film en lui-même, parce qu'il y a quand même des films, des fois, même des trucs, pas des grosses productions qui te secouent, quoi. Mais au niveau spectacle, grand 8, Aliens, c'était celui d'avant, et avant, tu vois, c'était La Guerre des Étoiles, Star Wars, le premier, quoi. Et Jurassic Park, moi, j'ai retrouvé ce que j'avais adoré dans King Kong dedans. Tu vois, du gros monstre, une porte gigantesque, voilà, enfin, une jungle, tu dis, ok, on risque notre vie, enfin, toutes ces choses-là. Bon, par contre, je t'avoue, il y a un truc qui m'embêtait tout le long du film, c'est qu'il y a des séquences qui étaient dans le bouquin et que je voulais voir. Et je me suis dit, ok, bon, Spielberg, ça a coûté suffisamment cher, son film, il s'est dit, on n'a pas besoin de mettre tout, en fait, quoi. Et il a vraiment sabré dans le livre, quoi. Ça m'a un peu ennuyé. Je suis pas d'accord, je dis. Bon, ça fait un moment que je l'ai pas lu le roman. Enfin, je l'avais lu à l'époque, je l'avais relu. Il y avait la scène de la cascade dedans, oui, par exemple. Mais peut-être qu'au niveau rythmique, ça se tenait peut-être pas. Attends. Le rythme, le film est génial. Voilà. Peut-être qu'avec une demi-heure de plus, ça aurait été moins bien. Mais moi, je parle de ça au niveau du lecteur que j'ai été, où j'attendais plus, en fait. Attention, on était bien gavés quand même, quoi. Ah oui. C'est généreux en dinosaures. C'était incroyable. On y croit, quoi. Ah bah carrément, ouais. Tout est fabuleux. Les vélociraptors à la fin. La musique est menaçante comme c'est pas permis. Ça, c'était une idée de génie, parce qu'avant Jurassic Park, personne connaissait les vélociraptors, à part peut-être les spécialistes, mais ça, c'était vraiment une trouvaille. Ouais, super bien. Vraiment super bien. Puis leur tyrannosaure, j'ai trouvé vraiment parfait, quoi. Ah oui, oui. Enfin, pour moi, c'est un très bon film. Après, le deuxième, je l'ai pas du tout aimé. Bizarrement, j'ai adoré le troisième, parce que c'est une grosse série B d'action. J'adore le second, moi, pour le... J'adore pas le second entièrement, mais il y a des scènes que j'adore. J'aime que la musique. Oui, déjà la musique, je trouve que Williams, ça fait quelque chose de carrément différent et tribal. Et ouais, c'est excellent. Et j'adore justement ce côté safari, quoi. Et la scène des vélociraptors en pleine nuit dans le champ, quoi. Elle est géniale. Mais j'ai trouvé moche, le film, j'ai trouvé moche. Mais vraiment moche. Je trouve que la photo est immonde. Janusz Kaminski, j'aime bien, mais il y a des moments, il sature les blancs. Enfin, je trouve ça un peu chiant, en fait. Parce que la photo du premier Jurassic Park, Dan Cundy, il a fait un travail extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Il a fait un vrai film d'aventure. Le deuxième, je trouve que c'est plus... on est plus dans quelque chose qui ressemble à un reportage. Mais bon, je sais pas. J'ai vu au Canada le deuxième, en avant-première et tout. J'étais super contente, 6 mois avant la France. Je suis allé et je me suis dit, mais est-ce que c'est une version définitive que j'ai ? Est-ce que c'est une version avec une qualité de pellicule normale, tu vois ? Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses qui m'ont dérangé. Par contre, la musique... Ouais, mais de toute façon, ce deuxième film est dans la seconde période de Spielberg et il colle pas, quoi. Donc à un moment donné, il avait pas envie de le faire. Voilà. Et ça se voyait, oui, il avait pas envie de le faire. Et d'ailleurs, beaucoup se demandent si c'est pas Kaminski qui l'a fait, en fait. Donc... Ouais, je pense. Parce que lui a fait un film après, avec Winona Ryder. C'est oubliable, je l'ai vu, je l'ai oublié. Donc voilà, Jurassic Park. T'as d'autres choses à dire sur Jurassic Park, à part que, ouais, putain, c'est génial, les dinosaures, ouais. Moi, j'adore. De toute façon, j'adore ce film, je suis... Ouais, moi, c'est pareil, quoi, Je préfère Jurassic Park à Sandra Bullock. Ah, c'est difficile, là. Mais non, j'ai juste un truc à dire, c'est qu'il faut écouter la BO, il faut l'écouter, la réécouter en boucle, quoi. Oui, tout à fait. Elle est d'une richesse. Voilà. Mais même 30 ans après, je trouve qu'elle s'écoute tout le temps sûr, bien. Moi, je découvre plein de choses, toujours. Puis, de toute façon, le film aussi, à chaque fois, on redécouvre des choses. On découvre des choses complètement n'importe quoi. Genre, le dinosaure, le tyrannosaure, il déboule, on sait pas comment il est arrivé. Puisque de l'autre côté, il y a un ravin de 30 mètres. Enfin bref, c'est n'importe quoi, mais c'est pas grave. Et puis on avait... le spectacle. Ouais. Et on avait un Morgan Freeman qui n'était pas connu à l'époque, en plus. C'est pas non, pardon, c'est pas Morgan Freeman. Oh là, tu vas Morgan Freeman, c'est Dieu. Oui, non, c'est Samuel Jackson. C'est Nick Fury. C'est Samuel Jackson. Oui, c'est Nick Fury. Enfin, c'est plutôt... comment il s'appelle dans Star Wars, là je sais plus comment. J'ai honte. Mace Windu. Mathieu Windu. Mathieu, tu dis Mathieu, toi ? Ouais, ok, alors, Mace Windu. si tu prononces...
Bah, je sais pas. C'est comme ça dans le sud, on dit chocolatine et masse Windu, c'est ça? Bah, Windu. ouais, mais Vendu. sur la planète, ils disent peut-être pas matché. Hein. Matché, ça fait italien, quoi. Bah, en français, c'est masse Vendu. Masse vendue, voilà. Masse Vendu. Bah, c'est ce qu'on dit. Des fois, Qui mange des chocolatines. Des fois, t'as des. Dans le sud, on a des masses, hein, tu sais, les vieilles bicoques, tout ça, les grandes Oui, mais vieilles. je voulais te provoquer avec la Voilà. chocolatine. Et, mais ça marche pas. des fois, ils sont à vendre, et des fois, c'est vendu. Donc, il y a marqué masse vendue. Oh là 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 là. Putain, celle-là, elle est très bonne. Elle est très bonne. Ah, alors là, l'Oscar du calembour pour le professeur. Là, j'avoue que ça va être chaud pour faire aussi bien la prochaine fois. Là, t'as mis la barre très, très, très haute. Ok, c'est bon, on peut passer à mon film de l'année 1993. Vas-y, ouais. Ok. Mais Enfin, moi, la musique, parce que c'était pas le mien, hein, de l'année 93, mon film. tu plaisantes. Ah, je vois l'œil qui il se dit, mais attends, il y a un souci, c'est pas Jurassic Park? Non, c'est pas Jurassic Park. Mais c'est pas grave. C'est quoi? Ah, ben vas-y, présente ton film. Non, vas-y, toi, dis-moi. Non, dis-moi, non, parce que non, moi, non, ça- non, j'attends 2 non, secondes. non, non. Vas-y. Moi, j'ai kiffé une musique de film en 93, ça s'appelle Judgment Night. Ah oui. Alors, c'est un film tout pourri, je sais plus qui l'a fait, puis je m'en fous, en fait. Non, c'est pas n'importe qui, c'est Oui, c'est le mec qui a fait c'est- des Freddy, tout ça, là. c'est celui qui a créé 24 heures chrono en plus au départ. Oui, justement, je me rappelle plus. Il avait fait... Hopkins, il s'appelle Hopkins et qui a fait Predator 2. Voilà. Et puis, il a fait aussi The Shadow and the Ghost and the Shadow. Oui, je crois. oui, l'ombre et la proie. L'ombre et la proie, de la musique du Jerry Goldsmith. Ouais. Donc, Judgment Night, qui est une grosse série B d'action. Stephen Hopkins. Oui. Stephen Hopkins, tout à fait. Mais c'est un bon réalisateur, ça, le pire. Judgment Night, j'ai adoré parce qu'en fait, c'est une expérience musicale qui prenait des groupes de hip-hop de l'époque et des groupes de rock grunge, quoi. Enfin, parce que c'était l'époque du grunge. Et on se retrouve avec des morceaux qui nous mettent Sonic Youth et Cypress Hill en même temps, qui mettent Biohazard et Onyx, et qui mettent, je sais pas, Faith No More, et puis, ou Slayer et Ice-T, quoi. En fait, c'est une proposition musicale complètement dingue, qui vaut beaucoup mieux que le film, et à terme, ça te fait une vraie musique de film, puisque en fait, ça te crée un climat sonore qui est assez unique. Même si c'est des morceaux de musique, c'est de la musique, quoi. Enfin, c'est des chansons. Et en fait, ça te... Je sais même pas s'il y a un score dans le film, en fait. Hein. C'est, oui, de Alan Silvestri qui est sorti chez Ouais, chez La La Land après. Ouais, si tu veux, mais toi, il m'a pas marqué. Si Par je- contre, si je veux, oui, l'album... Non, mais je veux dire... Non, mais Sylvestri, des fois, il a besoin aussi de payer ses impôts, quoi. Et surtout, face à cet album de dingue, Judgment Night... Franchement, moi, en 93, j'ai adoré tout ce dont on a parlé. Hein. Les musiques, elles sont vraiment formidables. Celui-ci, c'était la trempe. Parce que j'écoutais du rock. J'écoutais les premiers trucs de hip-hop à l'époque. J'étais fan de Cypress Hill. Et là, c'est une sorte de Nirvana. Et ça s'écoute toujours 30 ans après. Ça s'écoute super bien. Et tous ceux qui pensent que le rap, c'est les petits rigolos qu'il y a maintenant, là, qui pleurnichent, qui chantent comme des petites filles. Et puis, comment dire, et qui font rien, quoi. Là, on était quand même dans du gros truc de lourd, avec des grosses basses, tout bien, quoi. Super chouette. Et il n'y a rien qui remplacera Sonic Youth et Cypress Hill en même temps, qui chantent I Love You Mary Jane, parce que c'est quand même fabuleux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, professeur. Eh bien, professeur, merci pour 1993. Quel salaud. Non, parce que tout à l'heure, tu me dis, ouais, Jurassic Park, voilà le dossier Oui. du podcast. Et puis, en fait, non. Ben voilà, c'était la feinte. Non, déjà, je voulais revenir brièvement sur un film qu'on n'a pas cité, que tu n'as pas cité. Président d'un jour. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Président d'un jour. Non, c'est Little Buddha de Bertolucci, que j'aime beaucoup, et une excellente musique de Ryuichi Sakamoto. Voilà, donc... Je l'ai pas vu. Mais non, mais sérieux, je l'ai pas vu. Ouais, mais c'est pas un sujet qui t'intéresse. Moi, tu le sais, hein, moi, la mort, la réincarnation, tout ça... Ah non, mais ça m'intéresse, parce qu'il y a un moment où on va être obligé d'y passer. Donc, si tu veux, mais... Et la BO est magnifique, quoi. Et Keanu Reeves dedans et tout, donc c'est un très grand film. Il y a même Chris Isaac, d'ailleurs. Bridget Fonda, enfin bon.
Chris Isaac, c'est celui qui vend des masses vendues. J'adore quand tu prononces Chris Isaac. Isaac, pardon. Chris Non, mais Isaac. t'as raison. Isaac. Alors, mon film... Je dirais pas que c'est mon film préféré, mais ma BO... Je dirais pas non plus préféré, parce que bon, à côté de Jurassic... Attends, c'était pas Little Buddha? Non. Ah non, non. Non, c'est pour ça que je t'ai dit avant que je reviens sur un film... Des faux suspens, Je- c'est incroyable. C'est La Firme de Pollack, Sidney Pollack. Oh là là, je voulais pas qu'on en parle parce qu'il est pas bon. Mais Il est d'accord. Ben ok. voilà, oui, déjà, j'aurais bien aimé qu'on en Dave parle. Grusin, Voilà. de Dave Grusin. Donc, Donc La Firme, excellent film, malgré ce qu'en pensent certains. Donc tiré du premier roman de John Grisham. Hein, donc après... encore un homme seul contre tous. Du coup, Un homme contre un système. du coup, j'avais lu, après avoir vu le film, j'avais acheté le roman. Et pour une fois, je me suis dit, tiens, ben, le film est meilleur que le roman. Et j'ai plus lu de Grisham après, parce que bon, ça m'a pas plu, en fait. Mais pour le coup, le roman, le film est très bien. Et moi, ce qui me plaît dans la musique, c'est qu'il y a un parti pris, mais alors étonnant, que je pense qu'on n'avait plus vu depuis peut-être Psychose. Psychose, Bernard Herrmann s'était dit, ben, tiens, je vais faire une musique avec des cordes. Et là, Dave Grusin s'est dit, bah, tiens, je vais faire un film qu'avec un piano. Et ça marche. On se dit, putain, mais que du piano? Mais comment c'est un film quand même, un film à suspense, il y a des poursuites, il y a de ceci, il y a cela. Eh ben ouais, ça marche du tonnerre, quoi. D'accord. Je l'ai vu et je t'avoue que la musique m'a pas du tout. Eh ben, J'ai aucun souvenir de la musique. moi... Non, je suis désolé. Hein, Non, t'es pas à être désolé. Moi, de toute façon, le piano, si, c'est si, mon parce instrument que je préféré. vois que toi, ça t'a marqué, mais moi, ça C'est m'a le, pas du tout piano, touché. le piano, c'est mon instrument préféré. Et là, pour le coup, ouais, quand j'ai vu le film, je me suis dit... Vas-y. Alors, la semaine dernière, c'était la flûte. La semaine d'avant, c'était Oui, le tambourin. et la semaine Et cette prochaine, semaine, c'est le piano, quoi. Voilà, et la semaine prochaine, ça sera le pipeau, mais bon. Non, mais sérieux, quoi. Et la crécelle, jamais? Parce que c'est bien, ça fait qu'une note. Ouais, mais ça, dans 15 jours, hein, la crécelle. D'accord. Bref. Non, mais j'ai trouvé la BO sur Spotify en plus, donc tu pourras écouter, mais c'est... D'accord. Bah, de toute façon, tu vas nous faire des petits liens sympas, comme d'habitude, quoi, qu'on aille se régaler des oreilles. Mais j'y compte bien, ouais. Parce que c'est vraiment important. Hein. Je trouve pas tout, mais je mets ce que je trouve. Non, mais je trouve ça très bien, en fait. Les playlists Spotify de Ciné-Clac, ça le fait. Ok, donc Dave Grusin dans La Firme. Donc, grand complice de Sidney Pollack, hein, puisqu'il avait composé pratiquement tous ses films, hein, donc, depuis le début. Donc. Et Dave Grusin qui a jamais eu la notoriété qu'il aurait dû avoir, hein, même quand il a essayé de faire un... Moi, je dis pas comme toi, hein, parce que il fait des musiques qui sont en général pas mal. Il n'y a pas de problème, c'est techniquement une qualité. Mais je suis pas sûr que ce soit des musiques qu'on retienne. Bah, il y en aurait une qui aurait pu être retenue, malheureusement. Le film est sorti en 85 et donc l'édition discographique, c'était que des chansons. Il a fallu attendre 20 ans pour que Varèse sorte enfin la BO. C'était les Goonies. Et quand on voit les Goonies et quand on voit la première scène, la musique... Ouais, la musique est importante. Ouais. Elle structure toute la Voilà, scène. voilà. Ah, c'était l'année aussi, il y avait la leçon de piano de Michael Nyman. Michael Nyman, très grand Il a eu compositeur. son heure aussi, lui, Michael Ouais, Nyman, ouais. aux années 90. Hein. Mais il a arrêté ensuite de faire les films pour les Américains, quoi. Enfin, de composer pour les Américains. Suite au... C'était sur Les Ensorceleuses, je crois, avec Nicole Kidman et Sandra Bullock. Et on y revient. Je savais. Et un moment ou un autre, de toute façon. Alors, il y avait État second aussi, cette année-là, avec une musique de Maurice Jarre. Ouais, mais elle est très discrète parce que Peter Weir avait beaucoup pris de musique classique dedans. Donc. Ouais. Très grand film, par contre, je recommande le film. Oui, il était bien, il était vraiment bien. Ouais. Et il y avait James Newton Howard qui avait fait aussi Les Survivants. Je sais pas si t'as vu ça. Ouais, je sais pas. Ça s'appelait Alive, c'était sur l'avion qui s'était écrasé Ouais, dans les Andes, et puis, où ils se mangent entre eux. les gens qui ont mangé du surgelé pendant tout l'hiver. J'ai pas aimé ce film. À part Moi, je l'ai bien aimé, parce que le- j'avais lu le livre quand j'étais ado, c'était horrifique. La scène, le crash, oui, était très bien fait, autant que je me souvienne. Je l'ai retrouvé en DVD récemment, je l'ai pas cher, mais je l'ai pas revu encore. Il y a Ethan Hawke, que j'aime beaucoup, mais...
Et la musique m'a pas marqué, quoi. La musique m'a pas marqué non plus, mais le film, j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé que c'était... Quand j'avais lu le bouquin, quand j'étais ado, je m'attendais à un truc mais immonde, gore et tout, et en vrai, super. Enfin, le film passe bien. Ah bah oui, mais c'est réalisé par Gary Marshall, donc ça veut pas être... C'est gore. Gary Marshall ou Frank Marshall? Frank Marshall, pardon. Gary Marshall, oui, c'est les comédies. Frank Marshall, ouais. Le numéro 2 de Spielberg, quoi. Ah, celui qui a fait Congo, qui a fait Voilà, Arachnophobie. C'était bien, voilà. Arachnophobie. Ouais, ouais, celui-là était bien, C'était un ouais. super film. Congo, j'ai pas aimé du tout. J'avais lu le bouquin. Ouais, moi c'est pareil, j'ai été déçu par le bouquin, j'avais trouvé ça pas mal. Le film, je suis pas arrivé au bout. Donc, Le film, j'ai pas aimé non plus. J'ai pas aimé l'acteur principal. J'ai adoré qui est... Sandra Bullock. Non, elle y est pas dedans. Ellen Hunt. Non, le copain de Sam Raimi... Bruce Campbell, il y a Bruce Campbell puisque c'est lui qui disparaît au début, donc. Ouais. Non, mais j'ai pas aimé. Le bouquin était chouette, le film était pas terrible. Par contre, ouais, donc franchement, Arachnophobie qu'il a fait avant. C'était excellent. Mais quel bonheur, ouais. quel bonheur ce film. En fait, c'est un Gremlins avec des araignées. Ah ouais, c'est jouissif. Super bien. Ouais. Ou alors Gremlins, c'est un film de Gremlins mais avec des fins d'araignées avec des Gremlins, je sais pas trop en fait. Mais ouais, franchement c'est super, Ah si, super. j'ai un film, j'ai mis un film, mais pas pour sa musique, je me souviens plus qui a fait la musique, qui m'avait beaucoup plu. Alors que je pense pas que ça soit vraiment lui qui l'ait réalisé, parce que c'est un film d'Abel Ferrara, mais ça ressemble pas à Abel Ferrara. C'est sa version de Body Snatchers, et qui est excellente. Qui est pas mal. Ouais. Et c'est pas du tout... Non mais il a compris ce que c'était, ce qu'on pouvait faire avec un remake en fait. Et ce qui est marrant, c'est que cette histoire Body Snatchers, il y a eu des versions régulièrement, et elles sont toutes bien à chaque fois. Celle de Philip Kaufman dans les années 70, elle était excellente aussi. Parce que c'est des films de... En fait, les vrais sujets de science-fiction sont éternels, donc selon l'époque où tu les fais, où tu les adaptes, ça parle de l'époque. Quoi. Ouais, et exactement. Voilà, il y avait l'époque, la peur du rouge, voilà, quoi. Le communiste qui va venir vous voler votre maison, vous voler votre vie. Voilà, je pense que chaque bon film, chaque bonne adaptation apporte sa qualité. Je vois que James Horner, cette année-là, avait fait L'homme sans visage. Ah oui, Mel Gibson. j'avais 2 films de lui que j'en ai pas parlé. Justement, un mauvais film d'un roman que j'ai pas lu de Grisham, puisque j'avais arrêté après la film, c'était L'affaire Pélican. Musique assez bien. Ouais, c'était pas bien. Ça. Non, c'était pas bien, mais la musique est sympa. Et un autre film que j'aime beaucoup, mais c'est pas la musique d'Horner qui importe plus, c'est toutes les chansons qu'il y a à côté, c'est Swing Kids. Je trouvais le sujet original, puisque c'était à l'époque du nazisme, donc les jeunes allemands qui devaient être enrôlés, et t'en avais certains qui étaient fans de musique américaine, de jazz américain et tout, quoi. Ah, je crois que j'ai vu, ouais. Avec Christian Bale. Ouais, c'est ça. Et le film est intéressant. Bah voilà, monsieur, je pense qu'on a... Ah, il y avait Tombstone à l'époque. C'était qui la musique de Tombstone? C'était... Non, ne me dis rien, je le sais. Non, je te dis rien, j'essaie d'aller plus vite que toi sur Internet. Cast, production, alors on a une musique de... Ah, j'ai plus... Bruce Bruce Broughton. Ouais, excellent musicien. Ouais. Excellent musicien. Il n'est pas hyper connu, mais les gens... Non, il est pas hyper connu, mais... Moi, ça... surtout, il vient de beaucoup donner de coups de main. Il a bossé sur même le remake de... Enfin, la suite de Tron, tout ça, quoi. Celle que j'aime beaucoup de lui, ça restera... Silverado? Non, Le secret de la pyramide. Excellente musique. Ouais. Silverado, il avait... Ouais, Silverado était très bien, oui, aussi. Et il avait fait aussi... Lost in Space. Oui. La musique était bien. Ouais. Le film était super pourri, mais la musique était bien. Film de Stephen Hopkins, hein, tu vois, donc on y revient. Ouais, mais de toute façon, tu sens les problèmes de production derrière. Les effets spéciaux sont vraiment dégoûtants, c'est bâclé. Et ça aurait pu être bien, et puis tu as l'impression qu'en fait, on lui a dit, ouais, t'as 2 mois de tournage, et puis après, on lui a dit, non, en fait, t'as 3 jours. Tu vois, ça m'a fait un peu penser à ça, quoi. Bon, bah voilà, professeur, je pense qu'on a fait le tour de 1993. Ouais, il y avait aussi Un monde parfait, très bon film de Clint Eastwood.
C'est pas le truc avec le gamin? Ouais, qui s'appelle Philippe. Bah, juste comme ça, hein. C'est un prénom que j'aime bien. Ouais, enfin, c'est comme Philippe Pétain. Ou Philippe Maurice. Il y a Laura Dern dedans. Philippe Dern. Philippe Dern. Non, mais bon, ouais, ok. Je l'ai vu à la télé, en fait. Et il y a super longtemps, et franchement. Et puis il y a surtout, Pas regardé il y a surtout Kevin Costner, donc qui était. Oui, tout à fait. Non, mais c'est pas un mauvais film du tout. Hein. Ah, c'est un très ça bon va, film. quoi. Mais c'est. Ouais, j'ai pas. Je sais pas comment te dire, quoi. Je suis pas. Bah, c'était encore l'époque où Eastwood faisait des choses moins conventionnelles, quoi. Enfin, qui rentrait toujours dans l'art un peu, quoi. Ouais. Firefox. Non, je rigole. Donc, ah oui, il y avait aussi Michael Kamen qui avait fait Les Trois Mousquetaires cette Ouais. année-là. Très bonne musique, mauvais film, mais. Mauvais film. Avec une directeur de la photo, Dean Selmer, qui avait fait les Mad Max 2. J'aime bien. Ok, bon, bah voilà. Écoute, moi, je crois qu'on peut arrêter là. Ah là 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 là. 1993, oui. C'était il y a un petit bout de temps maintenant quand même. Hein. On va laisser le docteur et le professeur, on va les laisser, il est l'heure d'aller se coucher les gars. Hein. C'est fatigué. Hein. La qualité des calembours indique le niveau de fatigue quand même. Hein. On se retrouve pour 1994, mais toujours sur Ciné-Claque, des ciné et des claques.